Manaono, salam. Je suis Sambach et je vais vous emmener avec moi en voyage sur une île magique et magnifique que vous devez connaître de toute urgence, Madagascar. Originaire de cette belle île située dans l'océan Indien, j'ai pris conscience que notre jeune génération malgache connaissait peu ou pas notre pays, nos cultures, voire l'histoire de Madagascar. J'ai donc décidé de lancer ce podcast, nouveau média en vogue, qui ne nécessite ni lecture, ni visualisation, pour vous faire découvrir tout ce que j'estime nécessaire pour enrichir notre savoir sur ce pays. Bonne écoute! Après avoir lancé une invitation LinkedIn à Mathieu pour enregistrer mon épisode, un des premiers d'ailleurs, je n'avais pas trop d'espoir. Mathieu, c'est le type de profil sur LinkedIn qu'on visite, scroll et qu'on navigue. Pourtant, il n'a pas hésité une seconde pour échanger avec moi. Et quel bonheur d'avoir échangé avec lui. Actuellement CEO d'Orange Money Madagascar, il y vit depuis septembre 2020. Mathieu connaît bien l'Afrique, il a voyagé dans de nombreux pays africains, mais on peut se le dire, Madagascar est l'un de ses pays favoris. Tu te demandes sûrement pourquoi. La réponse est simple, Madagascar est une terre d'opportunités. Tout reste à créer et à faire. En plus, les Malgaches sont chaleureux et la vie à Tana est très agréable. Un peu trop de positivisme pour toi ? Eh bien, pour tout te dire, au début, moi aussi. Pourtant, au fil de la conversation, j'ai trouvé la solution miracle. Pour y vivre épanoui, se familiariser avec le malgache et être ouvert d'esprit. Vivre à l'étranger, c'est accepter les différences des autres et peut-être même s'en imprégner de certaines. Je t'invite à vraiment écouter cet épisode jusqu'à la fin, tout d'abord parce que Mathieu est vraiment agréable à écouter, mais surtout parce qu'il a une expérience très riche à nous partager. Enfin, parce qu'entendre du bien sur Mada, ça fait du bien. Bonjour Mathieu. Bonjour Sambach. Comment vas-tu ? Très bien, je suis ravi de participer à cette discussion avec toi sur Madagascar. Merci beaucoup, merci à toi surtout de prendre du temps. Donc comme je te l'expliquais avant, quand on préparait nos discussions, l'objectif de ce podcast, c'est vraiment que tu partages ton point de vue sur Madagascar, que tu partages ton expérience, parce que aujourd'hui, j'ai vu qu'on parlait pas beaucoup de Madagascar, pas forcément en positif non plus, donc aujourd'hui, c'est vraiment l'idée de partager tous ces points positifs que tu as découverts. Donc, pour commencer, je vais te demander de te présenter, donc nous dire ce que tu fais à Madagascar, depuis quand tu habites, où est-ce que tu habites, voilà. Voilà, je m'appelle Mathieu, j'ai 35 ans. Je travaille à Madagascar depuis maintenant presque 1 an et demi. Et donc, je travaille chez Orange dans le domaine du transfert d'argent. Voilà, donc je travaille sur un service qui est utilisé par une grande partie de la population malgache. Et j'habite dans la capitale, Antananarivo, plutôt dans le nord de la capitale, dans un quartier qui est relativement résidentiel, qui est agréable, mais duquel je m'échappe assez souvent pour parcourir les différents quartiers de la ville. D'accord, parfait. Alors ça, tu nous en parleras plus tard, sans faute. Juste avant, pour comprendre un peu le contexte, toi, tu avais déjà travaillé pour Orange et tu as été envoyé pour une mission en expatriation ou tu as directement intégré Orange à Madagascar ? Non, j'ai travaillé chez Orange dans d'autres pays avant. Donc j'avais D'accord. vraiment rejoint cette société pour travailler à l'étranger. C'était vraiment une de mes motivations. Et D'accord. en fait, pendant 10 ans, j'ai eu la chance de travailler avec beaucoup de pays dans lesquels Orange est présent, au Maghreb, en Afrique de l'Ouest et à Madagascar. Donc en fait, il y a une dizaine d'années, j'ai passé quelques semaines au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Niger, au Maroc et à Madagascar. Donc j'avais déjà eu l'occasion de venir à 2 ou 3 reprises entre 2011 et 2015 pour vraiment des séjours de courte durée pendant lesquels j'étais pas sorti de la capitale. Et donc là, 10 ans plus tard, pendant le confinement à Paris, il y a eu plusieurs pistes qui se sont présentées à moi et l'une d'entre elles, c'était de venir travailler à Madagascar, cette fois-ci sur une plus grande durée. D'accord, voilà. Parfait. Et si tu nous partageais un peu ta première expérience de courte durée à Mada, la première fois que tu es arrivé à Tana, qu'est-ce que tu t'es dit sur la ville ? Tu vois, généralement, les premières choses qu'on retient, c'est pollué, beaucoup de pauvreté, beaucoup de monde.
Toi, qu'est-ce qui t'a fait, qu'est-ce que tu as retenu de tes premières expériences vraiment? Alors, je suis arrivé de nuit, donc du coup, D'accord, c'était assez particulier. Je pourrais pas dire qu'il y avait beaucoup de monde. On en d'accord. parlera peut-être après, mais c'est vrai que souvent, voilà, la nuit, les rues sont assez Mhm. peu fréquentées, en tout cas Ouais, quand on sort du centre de la capitale. Et à l'époque, il y a une dizaine d'années, la route qui reliait l'aéroport au cœur de la ville passait vraiment par une série de petits villages. Donc d'accord. c'est ça qui était très déconcertant. On a l'habitude souvent d'être sur des grandes avenues quand on vient de Mhm. l'aéroport. Et là, cette fois-ci, c'était vraiment un dédale de rues très étroites. Et en fait, on passait vraiment par une succession de villages avant d'arriver dans le centre-ville. Donc c'était assez D'accord. déroutant Oui, par rapport à d'autres capitales comme Kinshasa ou autres où j'avais eu l'occasion d'aller. Donc ça, c'était ma première surprise. d'accord. Et c'est quelque chose qui a beaucoup changé. On y reviendra, mais aujourd'hui, là, il y a une nouvelle route qui conduit à l'aéroport, qui longe les Mhm. rizières, euh, qui en fait donne une très bonne première impression. On a des paysages magnifiques, on s'en prend plein la vue dès l'arrivée. Donc c'est quelque D'accord. chose qui, en 10 ans, a beaucoup changé. Mais donc à l'époque, on avait vraiment cette rue très sinueuse qui amenait jusqu'au centre-ville. Euh, et voilà. Et donc ensuite, j'ai été marqué par la géographie de la ville. C'est une ville Mhm. qui est pleine de collines, Mhm. une vingtaine de collines. Du coup, ce qui fait que voilà, les maisons sont à flanc de collines. C'est beaucoup de rues assez tortueuses. On a du mal à embrasser la ville au premier abord. On s'y perd assez facilement. Et moi, c'est quelque chose qui m'a plu. C'est pas une ville dans laquelle on peut se repérer très facilement en 2 3 jours. Il faut du temps pour comprendre comment elle fonctionne. Donc déjà, il y a 10 ans, j'étais un peu dérouté en venant 2 semaines. Et là même, au bout d'un an, je suis encore surpris parfois parce que on découvre que 2 quartiers sont connectés alors qu'on l'imaginait pas du tout. Mhm. Parce que justement, c'est très vallonné. Il n'y a pas vraiment de grandes artères et du coup, voilà, c'est une ville qui se découvre petit à petit. D'accord. Donc, quand tu es arrivé, parce que tu vois, généralement, quand on parle de Mada, déjà, on parle du choc Roissy, grand aéroport, propre, tout est indiqué, tu as des panneaux, c'est structuré, tu as beaucoup de monde qui t'aide à trouver, par exemple, ta porte d'embarquement, etc. Généralement, on décrit que quand tu arrives à l'aéroport de Madagascar, tu es déjà complètement dépaysé, tu as énormément de monde, l'aéroport est pas forcément avec une très bonne infrastructure. Tu vois, donc déjà, on dit toujours généralement aux générations comme moi que dès que tu arrives à l'aéroport, tu es déjà préparé en fait à ce choc culturel que tu vas vivre au pays. Est-ce que toi, tu as vécu ça déjà ou même pas parce que tu es arrivé de nuit et tu pas forcément fait attention? Alors à l'époque, oui. Enfin, c'est vrai que c'est assez dépaysant parce que l'aéroport est de plus petite taille que ce qu'on a l'habitude de voir en Europe. D'accord. Et c'est aussi moins automatisé. Donc sur mes premiers séjours, il n'y avait pas de tamis pour les bagages. Donc il y a Mhm. beaucoup plus de personnel, il y a beaucoup plus D'accord. de personnes qui sont là pour proposer leurs services. Mhm. Après, c'est aussi à taille humaine parce que justement, il y a un seul terminal. D'accord. Il n'y a pas des vingtaines d'avions qui arrivent chaque jour. Donc voilà, on est assez rapidement, on se retrouve assez rapidement dans la ville. Euh, Après, encore une fois, c'est quelque chose qui change beaucoup. Donc là, cette expérience vraiment dépaysante avec le fait de marcher sur le tarmac, ce Mhm. qu'on fait plus dans beaucoup de pays maintenant, ça a changé parce qu'il y a un nouvel aéroport et donc Ah, je ne l'ai pas d'accord. encore emprunté parce que D'accord. voilà, j'ai pas encore eu l'occasion d'emprunter, mais il est aux normes internationales et je pense que du coup, il ferait presque rougir un peu Roissy. D'accord. Euh, donc j'ai hâte de le voir. Je sais qu'il y a des œuvres à la fois d'un point de vue logistique, c'est assez réussi, et Mhm. après d'un point de vue culturel, ils ont intégré de l'art moderne malgache. Donc c'est une bonne réussite. Donc je pense que on y perd peut-être un peu en dépaysement, je pense. Mais voilà, les choses changent aussi assez rapidement. D'accord. Parfait. Je ne savais pas du tout. Très bien. Et donc aujourd'hui, là, quand on fait notre enregistrement, je ne sais pas quand est-ce que les auditeurs vont l'écouter, mais on est en février 2022. Euh, J'aimerais que tu nous décrives un peu ton environnement. Je sais qu'actuellement, il y a pas mal d'inondations. Que tu nous parles par exemple de ton quartier, à quoi ça ressemble, est-ce que c'est des petites maisons, des immeubles, est-ce qu'il y a des trottoirs ou pas, voilà, tu nous décrives un peu dans quel environnement tu vis aujourd'hui. D'accord. Donc déjà, pour les basiques, enfin, Tana, c'est une ville qui est loin de la mer. Alors c'est vrai que D'accord. il y a pas mal de gens qui connaissent Madagascar de très loin, et quand on leur dit qu'on va aller à Madagascar, ils associent ça à une île, et Mhm, donc ils se disent, ah c'est très bien, tu vas pouvoir aller à la plage. mhm. Donc pas du tout. Déjà, c'est une très très grande île. Enfin, Madagascar, c'est plus grand que la France plus le Benelux. Oui, C'est très étendu.
Oui. C'est quasiment un continent en fait. Et Tana, la capitale, elle est vraiment au cœur du pays. Donc elle doit être à 300 km de la côte la plus proche. Mhm. Et les infrastructures étant assez peu développées, il faut une bonne dizaine d'heures pour faire ces 300 Mhm. km. Bien Donc sûr. c'est une capitale qui est au centre de l'île et qui est aussi en altitude. Donc non seulement il y a D'accord. des collines, mais globalement, comme on est sur les hauts plateaux, elle est à plus de 1200 mètres d'altitude. Donc ça structure déjà pas mal la ville. Donc ensuite, voilà, c'est une ville qui est au cœur du pays, au milieu de pas mal de collines. Et donc du coup, comme je le disais tout à l'heure, c'est des maisons souvent de taille assez réduite, Mhm. qui sont accrochées au fond de la colline, et une ville historique qui s'est développée par cercles concentriques. Donc il n'y a pas de grandes artères, il n'y a pas de grandes avenues, ou très peu, à D'accord. part l'avenue de l'Indépendance peut-être. D'accord. Et du coup, c'est voilà, un vrai dédale. Et surtout, ce qui marque, c'est que la ville s'est énormément développée Mhm. au fil du temps aujourd'hui. Alors, je ne sais pas s'il y a 3 4 millions d'habitants, mais c'est une ville qui s'est beaucoup étendue, mais qui est encore enchevêtrée entre l'urbain et le rural. Et donc, même à quelques kilomètres du centre-ville, on peut tomber sur des rizières qui sont cultivées et qui servent à l'alimentation d'une partie de la population. Donc, D'accord. j'ai rarement vu ça. Il y a un enchevêtrement vraiment très, très dense entre des zones d'habitation, des zones rurales. Et il y a aussi un grand mélange entre de l'habitat traditionnel, des zones plus résidentielles, Mhm. où vont résider les chefs d'entreprise ou les expatriés, des centres commerciaux assez modernes, et à D'accord. côté, vraiment, des échoppes de rue. Et je pense que vraiment, ce qui caractérise la ville, c'est cette mosaïque qui est vraiment très très dense. On ne pourrait pas dire qu'il y a un grand quartier ambassade et résidentiel et puis un grand quartier plus populaire. C'est Mhm. très enchevêtré. Et on D'accord. peut vraiment être surpris au détour d'une rue de passer d'une villa à un habitat très populaire et à une rizière et un centre commercial. C'est vraiment très très dense. Et les gens vivent bien ensemble cette mixité sociale, culturelle, ou bien on sent quand même comme des zones un peu définies pour les expatriés, plus pour les gens populaires. Comment ça se passe cette cohabitation, si on peut dire? C'est quand même assez. Enfin, les inégalités sont assez criantes Mhm. et cette cohabitation, enfin, moi je l'aperçois comme. Enfin, c'est vrai que c'est des face-à-face assez marqués. Ouais. Les gens se partagent le même espace, mais après, on va pas forcément avoir la même façon de se déplacer et de se mouvoir dans cet espace. Donc, D'accord. du coup, les transports en commun, du fait de la situation géographique, il y a pas de métro, il y a pas Mhm. de. Il n'y a pas de tramway, donc il y a assez peu de transports en commun. On est vraiment sur des bus collectifs qui sont utilisés par la majeure partie de la population. Et du coup, les véhicules individuels sont plutôt réservés aux classes moyennes supérieures. Voilà, donc les gens se partagent le même espace, mais il y a des contrastes vraiment très forts. D'accord, d'accord, parfait. Et il y a encore des pousse-pousse ou pas? Les Pas à petits... Tana. Pas à Tana. Donc ça, D'accord. c'est effectivement, il y a pas mal de villes à Madagascar qui sont connues pour les pousse-pousse, Mhm. notamment Antsirabe. Oui, Donc Antsirabe, c'est une ville qui est à 3 4 heures au sud de Madagascar, qui est très agréable, qui est très différente, qui est beaucoup plus plate, beaucoup plus horizontale, beaucoup plus calme, avec pour le coup des grandes avenues. Et là, il y a beaucoup de pousse-pousse, soit qui sont tirés par des gens à pied, soit branchés sur des vélos, soit sur des motocyclettes. d'accord. Et voilà, c'est un peu la ville du pouce-pouce. Et il y a pas mal d'autres villes dans le nord, autour de Diego, de Samba, où on va aussi voir ces véhicules-là. Mais à Tana, pas tant. À Tana, c'est vraiment des taxis, des deux chevaux qui vont cohabiter avec Oui, des Toyota modernes. d'accord. Mais voilà, assez peu de, pas de pouce-pouce. D'accord, parfait. Parce que généralement, tu sais, les petits souvenirs qu'on a de Madagascar issus de l'artisanat, c'est des petits pousse-pousse ou des petites deux chevaux. Généralement, c'est un peu l'image qu'on a de Madagascar, mais Donc finalement, les deux ça, chevaux, c'est c'est... vrai. D'accord, Les deux chevaux, c'est vrai. Hein, ça qui est surprenant, c'est une grande partie des taxis, encore aujourd'hui, c'est des 4L et des deux chevaux, d'accord, euh, qui ont été vraiment. Enfin, ça montre vraiment les talents de garagistes, de bricoleurs, de mécanos, des chauffeurs. Parce qu'en fait, voilà, c'est des véhicules qui marchent bien, mhm, qui finalement sont adaptés aux rues de Tana parce oui, ils sont très étroits, donc ils peuvent se profiler dans les petites ruelles. Ils sont vraiment robustes. Donc il y a encore beaucoup de 4L de deux chevaux. Donc ça, c'est vrai. Et les pousse-pousse, d'accord, c'est vrai aussi, mais pas dans la capitale. d'accord, parfait, parfait. Euh,
Très bien. Et si on revient un peu à ton quotidien, parce que ça aussi c'est quelque chose où j'imagine quand tu es arrivé, donc déjà tu as dû t'adapter, apprendre à te retrouver, connaître un peu les quartiers, etc. Mais tu es aussi arrivé pour manager une équipe. J'imagine que déjà quand c'est des gens de la même culture que toi, ça demande toujours une adaptation. Mais là, je voudrais un peu que tu nous parles un peu de ton quotidien. Comment tu t'es adapté? Quel genre de gens tu encadres déjà? Que tu nous décrives un peu ton équipe. Est-ce qu'il y a que des Malgaches? Est-ce qu'il y a des Français? Dans l'équipe que j'encadre d'Orange Monnaie, donc Mhm. je suis le seul Français D'accord, et il y a une soixantaine de personnes qui sont tous malgaches. d'accord, Euh, d'horizons assez divers en fait. On a à la fois des cadres qui ont fait des études supérieures assez avancées en informatique, en économie, en marketing, d'accord, donc des gens bac plus 5 et plus. d'accord. Et après, sur les différents rôles, on a également des gens en back office Mhm. qui sont plutôt au niveau bac. Donc voilà, on a différents niveaux d'études. Et puis après, on travaille avec des, euh, des distributeurs qui en fait sont des épiciers qui ont une activité de dépôt-retrait d'argent. D'accord, Et là, du coup, qui peuvent être d'horizons encore plus divers. Donc les gens avec qui moi je travaille au quotidien, donc c'est plutôt des cadres. Et du coup, ce qui rend l'arrivée assez facile, c'est que les gens sont francophones. Donc ça, d'accord. ça facilite Ça l'arrivée. facilite, oui, Et complètement. voilà, j'avais travaillé un peu en Tunisie et je rapproche pas mal ça de la Tunisie parce que la plupart des gens au bureau sont vraiment très à l'aise en français. Mhm. Mhm. Et donc c'est la langue de travail. Et donc au premier abord, ça facilite les choses. Après, en y regardant de plus près, en étant plus attentif, on se rend compte que souvent les gens sont plus à l'aise en malgache. Mhm. De la même manière qu'en Tunisie, certaines personnes vont être plus à l'aise en arabe. Et ça, c'est Bien quelque sûr. chose que je t'avais dit, c'est parfois un sentiment un peu frustrant de voir que quand je quitte une salle de réunion, les Mhm. gens vont parler en malgache et du coup vont être plus à l'aise, plus rapides, Oui, etc. Et c'est vrai qu'il y a ce petit sentiment d'être un peu en gêneur quand on arrive et que 10 personnes vont faire l'effort de parler en français parce qu'on est dans la Mhm. pièce. Bien sûr. Donc voilà, ça c'est une frustration qui reste un peu. Après voilà, donc je pense que c'est pas mal de gens prennent des cours de malgache en arrivant. J'en ai pris D'accord. aussi pour comprendre un peu quelques mots, Très arriver bien. Mhm. à dire bonjour, à être un minimum poli. Mais D'accord. malheureusement, voilà, j'ai pas une maîtrise qui me permet loin de là de travailler en malgache. D'accord. Parfait. Mais les Français aussi, hein, généralement, j'ai remarqué aussi que, par exemple, on n'est pas forcément à l'aise pour parler en anglais. Et au quotidien, il y a des Français qui vont faire l'effort. S'il y a des personnes anglophones dans des réunions pour parler anglais, mais après vont peut-être débriefer en français. Finalement, on a tous une langue qu'on maîtrise plus qu'une autre. Et peut-être que le fait aussi de pouvoir débriefer, c'est peut-être pour être certain d'avoir bien compris, de pouvoir... parce que c'est sûr que quand tu travailles dans une langue qui n'est pas la tienne, c'est jamais très facile, Ah surtout oui, bien quand tu sûr. as des directives qui viennent Mm. très vite. Non, mais je le vois vraiment comme, comment dire, moi ça me touche parce que je me Mhm. dis, enfin, j'aimerais ne pas avoir à imposer de passer en français. Bien sûr. Et du coup, c'est pour ça, moi, j'ai vraiment compris que, enfin, quand en réunion, il y a un sujet qui est un peu épineux Mhm. et que je vois que les gens commencent à parler entre eux en malgache, D'accord. je les laisse parce que je sais qu'ils vont résoudre le problème beaucoup plus rapidement Bien sûr. sans avoir besoin de mon intervention. Et puis ensuite, après, ils me débriefent. C'est bien. C'est bien, ça veut dire que t'as une équipe vraiment respectueuse aussi, parce que justement, je voulais parler un peu du point de vue des Malgaches, du fait de se faire encadrer par un vasa, comme on dit là-bas. Euh, Est-ce que déjà c'est une équipe qui a l'habitude de se faire encadrer par quelqu'un d'étranger, ou t'as été le premier? Parce que j'imagine que ça aussi, ça joue un peu. Non, c'est vrai que mes prédécesseurs étaient aussi des Français, des Vasas. D'accord. Après, voilà, je disais que dans mon équipe chez Orange Monnaie, je suis le seul Français. Après, c'est une filiale d'Orange, Mhm. Madagascar, où là, il y a plus de profils internationaux. Pas que des D'accord. Français d'ailleurs, mais Mhm. aussi des Bien sûr. Nigériens, enfin pas mal de nationalités. Donc je pense que les gens ont l'habitude de travailler avec des gens qui viennent de l'international. Ça rend aussi l'arrivée plus facile parce que je pense Bien qu'ils ont sûr. l'habitude de savoir qu'il y a des choses qu'il faut expliquer, qu'ils ont C'est besoin sûr. Mm. de donner plus de contexte. Voilà, donc je pense mon équipe avait vraiment l'habitude de travailler avec des Français.
Et donc, pour le coup, ils ont vraiment facilité mon arrivée. Et même aujourd'hui, même au bout d'un an et demi, parfois, ils sont vraiment très prévenants, que ce soit sur la géographie du pays, sur les coutumes, sur différentes façons de communiquer. Mhm. Ils vont vraiment prendre le temps de m'expliquer et de m'éviter les faux pas. D'accord. Et c'est vraiment précieux d'avoir ce support-là. Oui, oui, complètement. Mais c'est la bienveillance et finalement, ça aide beaucoup quand tu arrives dans un nouveau pays parce que finalement, les gens qui parlent le mieux d'un pays, c'est le peuple. C'est le peuple qui le fait. Donc, si tu nous parlais un peu des coutumes que t'as découvert à Mada ou dont tu connaissais déjà l'existence avant, est-ce que tu pourrais nous partager un peu de ce que tu as appris? Alors, il y a des coutumes dont j'avais entendu parler avant de venir, Mhm. comme la coutume du retournement de mort, D'accord. qui se fait à plusieurs années d'intervalle au sein des Mhm. familles. Alors, j'ai pas encore eu l'occasion d'y assister, mais par contre, j'ai vu la place que ça a dans la société. Et finalement, le fait que, il me semble que pour pas mal de Malgaches, la mort fait vraiment partie de la vie, en fait. Mhm. C'est la suite. C'est voilà, c'est la suite de la vie, c'est quelque chose qui est plus intégré dans la vie quotidienne que ça ne peut l'être en France ou ailleurs. Complètement. Et d'ailleurs, parfois, quand des gens décèdent, on va dire tu nous précèdes. Donc Mhm. voilà, ça, c'est une façon de dire que ça fait vraiment partie de l'ordre des choses. Donc voilà, par contre, ce que j'ai constaté, c'est que dans ces moments-là, dans les décès, dans les naissances, dans les fêtes, il y a vraiment un sens de la communauté qui est très développé. Et les gens vont vraiment se regrouper, témoigner de leur respect lorsqu'il y a quelqu'un de respecté qui décède, Mhm. vraiment ses proches, son entreprise, même les entreprises concurrentes parfois, les gens vont venir défiler dans D'accord. la maison du défunt pour témoigner de leur respect. D'accord. Euh, et là, il y a tout un cérémonial assez élaboré avec quelqu'un qui va représenter la famille, Mhm. qui va interagir avec les gens qui viennent présenter leurs hommages au nom de la famille, Mhm. échanger quelques mots. Ensuite, les gens vont patienter. Donc, Tout à fait. c'est assez ritualisé. Et, euh, et ça semble vraiment très, très important de montrer ce sentiment d'appartenance, de témoigner de son respect aux proches des personnes qu'on connaît. Euh, voilà, c'est quelque chose qui occupe une grande place. D'accord, parfait. Oui, effectivement, en France aussi, c'est quelque chose qu'on continue de faire hein, dans la diaspora malgache, ce qu'on appelle le famangin. Quand quelqu'un décède, c'est vraiment très important. Et ça peut être parfois des liens que tu n'as pas forcément avec la personne qui est décédée, mais c'est vraiment témoigner de ton respect pour la personne qui a perdu un proche. Puis généralement, chez les Malgaches aussi, on est très très communautaire. On est toujours là hein, dans les bons comme dans les mauvais moments. Et justement, je voulais te demander parce que généralement, tu vois, en France, on est vu comme un peu une communauté qui reste entre nous. C'est-à-dire, on va souvent dans les mêmes églises, on fait les mêmes fêtes, un nom de famille est souvent rattaché vite à un quartier, on peut vite savoir d'où tu viens, etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vu dans les autres pays dans lesquels tu as voyagé ou c'est quelque chose de très nouveau pour toi? Sur le fait de rester en communauté, Oui, tout à fait, tout à fait. je ne saurais pas dire. Moi, ce qui m'a marqué, c'est vraiment justement. Alors, il paraît effectivement qu'à l'étranger, la communauté malgache est très soudée Mhm. et que un malgache va reconnaître un autre malgache dans la foule Ouais, à 1 kilomètre de distance tout à fait. instantanément. Ça, Et c'est moi, vrai. bon, c'est ce qu'on m'a raconté et ça me bluffe parce que ce qui m'a marqué à Madagascar, justement, c'est la diversité en fait des groupes culturels, des origines. Et c'est vrai que en fait, entre les différentes régions, il y a beaucoup de différences. Mm. Oui, Donc le peuple malgache a différentes origines, des origines asiatiques, des origines africaines, des oui. origines indiennes, qui sont à la fois très mélangées et à la fois qui ont laissé ces différentes communautés. Et c'est vrai que c'est ça qui est marquant en fait en voyageant à Madagascar, c'est de voir à la fois des gens qui ont des looks différents, Mm. qui ont aussi des façons de se comporter différentes plus ou moins extraverties, plus ou moins enfin voilà, vraiment avec des cultures très différentes. Et donc c'est vrai que j'ai du mal, moi, à raccrocher ça. En étant à Madagascar, je trouve on est surpris par la diversité des ethnies, des peuples, des groupes de personnes. Tout à fait. Et du coup, penser qu'à l'étranger, la nation présente une vraie unité et que les gens se reconnaissent dans la communauté, je trouve que c'est un paradoxe intéressant. Alors c'est peut-être le côté insulaire, en fait, hein, qui fait que Oui. on peut être très varié dans son pays et très soudé à l'extérieur. Euh, donc voilà, j'espère que moi aussi, quand je quitterai Madagascar, je serai capable
de reconnaître des compatriotes malgaches à 1 kilomètre dans une foule. Mais J'y avec, travaille. avec le temps, bon, après c'est peut-être facile pour moi, mais avec le temps, on a quand même des mimiques aussi d'un malgache que tu reconnais. Tu vois, la façon de dire oui, par exemple, un, pour le nom. C'est des choses, par exemple, quand les malgaches parlent français, ils l'intègrent dans leur façon de parler. Et finalement, c'est comme ça aussi que tu reconnais les malgaches. Mais je suis persuadée qu'après, tu le reconnaîtras aussi. Je voulais parler aussi un peu de ton quotidien, donc pas forcément de ton travail, mais aussi de l'apport culturel. L'apport culturel, on en parle très peu. On dit souvent qu'à Madagascar, on n'a pas forcément l'infrastructure proposée dans les pays occidentaux, tels que des bibliothèques, des librairies, en fait des lieux gratuits, accessibles à tout le monde. Est-ce que toi, depuis que tu es là, tu as trouvé ce propos vrai, pas vrai? Est-ce qu'il faut chercher? Qu'est-ce que tu as pensé de l'apport culturel à Madagascar? Il y a vraiment une belle offre et il faut Ok, chercher. Je pense que c'est d'accord. ça et ça me fait penser à autre chose, c'est que avant de venir à Madagascar, j'ai parlé avec pas mal de monde et Mhm, en fait, j'ai rarement échangé sur un pays où les avis étaient aussi tranchés. Alors en particulier sur Tana. Et c'est vrai d'accord, que il y a des gens qui adorent et il y a des gens qui n'aiment pas du tout. Il y d'accord. a peu de gens qui sont indifférents. Donc moi, j'ai vraiment de la Mm, chance d'être dans la première catégorie. Et je pense que ça tient à ça, justement. Ça tient à essayer de se renseigner, de creuser mm, un petit peu. Euh, et donc, en fait, en regardant, il y a quand même une offre assez importante. Donc, enfin, il y a plusieurs librairies, il y a des centres culturels qui peuvent être attachés à différents États et qui sont assez ouverts, qui permettent d'accéder à une œuvre de livre assez importante. Il y a un cinéma, il y en a même deux, d'accord. et c'est assez rare. Hein. Donc, on compare par exemple à l'Afrique de l'Ouest, toutes les capitales n'ont pas de cinéma, donc c'est assez récent. Et pour le coup, le tarif d'entrée réserve à une petite partie de la population. Mhm, Mais voilà, c'est un début. Il y a un cinéma qui est présent depuis bien quelques sûr. années. Mhm, Et, et après, il y a des espaces culturels. Il y a des espaces, je pense à un espace qui s'appelle la Teinturerie, qui s'appelait Isart avant. Donc c'est d'accord. un espace assez polyvalent avec un bar, une salle de concert, une salle d'exposition, un lieu de rencontre où des artistes exposent régulièrement, participent à des débats. C'est un lieu qui est extrêmement ouvert. Voilà, il n'y a pas de tarif d'entrée, il n'y a pas de conditions d'entrée. Et à chaque fois que j'y passe, il y a des débats très animés entre des journalistes, des artistes, des gens qui passent juste. À côté de ça, il y a quelques galeries institutionnelles. Il y a la Fondation H, qui est financée par le groupe Action. Il y a un D'accord. musée d'art moderne. Et puis après, il y a des lieux, des bars, des cafés qui régulièrement accueillent des photographes ou des peintres. Donc, j'ai vraiment pas fait le tour. Pour l'instant, j'ai recensé peut-être une quinzaine de lieux D'accord. où je vais de temps en temps. Il y en a sans doute beaucoup plus. Tout n'est pas référencé, tout n'est pas dans les guides. Bien sûr. Il faut prendre un petit peu de temps. Et puis, je pense que de proche en proche, en discutant justement avec les commissaires d'exposition, avec les artistes qui sont dans un lieu ou un Oui. autre, on peut en trouver. Donc, il y a plein de choses à faire à Tana. Et Mm, encore une fois, quand je dis ça, il y a des gens qui comprennent, qui trouvent que j'exagère un petit peu. Il y oui. en a qui rigolent, qui ne me croient pas. Et en fait, voilà, je leur démontre que il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et en tant que Vasa, en tant qu'étranger, il y a des choses qui sont immédiatement accessibles. Et après, il y a des lieux qu'on peut découvrir bah, voilà, en parlant avec des collègues, en parlant avec des amis. Ça prend plus de D'accord. temps. D'accord. Et en matière de, de culture aussi, ce que je voulais savoir, c'était les infrastructures sportives. Parce que ça, par exemple, tu vois, moi, quand j'ai un peu débriefé notre discussion, j'en ai parlé un peu avec mon entourage qui me disait, oui, d'accord, mais et le sport dans tout ça, est-ce qu'on peut en faire? Parce que généralement, on a l'image de Mada où, bon, voilà, en France, tu peux courir dans un parc, t'as pas forcément la pollution qui te prend à plein poumon, Mmh. t'as des lieux où tu peux faire du sport. À Madagascar, le sport, c'est comment? C'est accessible ou pas? Oui, alors ça, c'est une réponse à plusieurs niveaux. D'accord. Euh, donc déjà, enfin, les Malgaches sont assez sportifs. Hein. Les Malgaches que je connais sont assez sportifs. D'accord. Euh, donc alors la pétanque est un sport historiquement dans lequel Ah les oui. Malgaches sont très bons, Mm, mais ça commence un petit peu à passer de mode. Il y a eu mm, une phase avec le foot aussi. mhm. Mais aujourd'hui, il y a pas mal de Malgaches qui jouent au foot, qui font de la course à pied.
Ah oui, On voit d'accord. pas mal de gens courir, y compris en centre-ville. Et la pratique du trail se développe aussi à grande vitesse. Et en D'accord. fait, certes, la capitale, quand elle peut être un peu encaissée, un peu polluée, courir en centre-ville, c'est pas une très bonne idée. Mhm. Mais en fait, à 15-20 minutes de voiture, on peut être dans des zones qui sont encore quasiment rurales. On peut courir sur des sentiers de trail D'accord. avec des paysages magnifiques. Et c'est quelque chose qui, au départ, a été un peu travaillé par plutôt les Occidentaux, des expatriés. Mais aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de Malgaches qui s'y adonnent. Donc, il y a un trail annuel qui s'appelle du Top. Il y a un groupe qui s'appelle Wheel of Trail sur Facebook où il y a plus de 1000 participants, essentiellement D'accord. malgaches. Et donc, il y a vraiment une activité de sport en plein air qui s'est développée, mais sur les 4-5 dernières années. D'accord. Euh, et pareil, dans ces régions-là, on voit beaucoup de jeunes qui font des exercices de musculation en plein air. Enfin, c'est vraiment très présent. Et à côté de ça, il y a une offre qui, pour le coup, est un peu moins accessible à la majorité de la population, Mhm. qui est plutôt pour les classes moyennes plus, des salles de sport, du VTT de rando, pas mal des piscines également. Donc il y a des bonnes infrastructures qui sont réservées à quelques-uns, Mhm. mais qui sont aussi fréquentées de plus en plus par la classe moyenne malgache, notamment le CrossFit qui s'est énormément développé. Et D'accord. aujourd'hui, pareil, j'ai beaucoup d'amis malgaches qui, tous les jours de la semaine, vont faire une heure de CrossFit. Donc, je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup changé, euh, que les infrastructures, elles sont pas très nombreuses et il y a parfois des droits d'entrée qui peuvent être prohibitifs pour la plupart Mm. des gens. C'est ça. Mm. Mais ça se développe beaucoup. D'accord. Et toi, est-ce que avec une vision très très européenne, très française, où au final, en France, il y a beaucoup de choses qui sont accessibles gratuitement. Euh, Quel est ton point de vue en fait sur ce genre d'infrastructure un peu réservée aux plus aisés? Quel est en fait ton point de vue? Est-ce que tu considères entre guillemets ça normal parce que c'est le fonctionnement de la société qui le veut comme ça? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Enfin, je trouve que c'est ce qui est vraiment dommage, c'est qu'il n'y ait pas d'offre intermédiaire qui existe en fait. Mm. Et c'est ça, voilà. Enfin, je pense que du coup, avoir développé ces infrastructures, c'est déjà ça, et ça permet à une partie de la population salariée de commencer à découvrir ces pratiques et puis de les rendre populaires à Madagascar. Après, c'est sûr que il y a des stades, donc il y a le stade de la ville qui a été rénové récemment. Donc il y a certaines infrastructures dans lesquelles il y a des investissements. Mais voilà, c'est vrai qu'il manque un peu ce maillon intermédiaire. D'accord, d'accord, parfait. Parce que c'est vrai que quand on parle de la culture, on dit toujours que c'est un peu c'est ce qui fait grandir un pays finalement. C'est ce qui éduque, c'est ce qui permet d'ouvrir son esprit, etc. Et c'est vrai que dans beaucoup de pays qui ont aujourd'hui une très grosse différence classe sociale qui cohabitent ensemble, on se rend compte que finalement les choses qui pourraient éduquer les gens et les ouvrir un peu plus au monde qui existe, euh, en fait, le pays fait en sorte que ce soit toujours les mêmes qui soient éduqués. Donc parfois, j'ai un peu ce sentiment. Moi, par exemple, j'ai vécu en Inde, à New Delhi, c'est pareil. On a constamment cette envie, en fait, de diviser, comme faire plusieurs mondes dans un même pays, tu vois. Et ça, c'est des choses qui me frustrent un peu. Et puis quand tu vois la chance qu'on a en France de pouvoir finalement avoir accès à tout, enfin, tu vas dans n'importe quelle ville, tu as une bibliothèque qui est gratuite, tu peux entrer dans une librairie, il n'y a personne qui te jugera, tu as des salles Mhm. d'exposition, etc. C'est là que tu te dis, mais l'offre culturelle est vraiment importante, quoi. Donc c'est pour ça que je trouve que ton point de vue est vraiment essentiel. Et sur le dernier point de ce qui fait aussi la culture d'un pays, forcément, c'est la nourriture. Donc la nourriture malgache, elle est pas forcément connue. Ça, j'ai remarqué que on demande souvent quels sont les plats typiques. Toi, par exemple, quels sont les plats que tu adores, peut-être que tu cuisines ou que tu vas manger régulièrement? Et est-ce que tu les as connus à Mada ou tu les as déjà testés avant en France? Alors, non, je connaissais pas la cuisine malgache avant de venir en Madagascar. D'accord. Il y a des incontournables comme le raftout, le roumazav. Mhm. Voilà, après, je pense qu'il y a une cuisine qui est aussi assez proche de celle
de la Réunion ou d'îles à proximité. Tout à fait. Non, la cuisine malgache est bonne, diversifiée. Il y a la viande de zébu Mhm. qui est présente dans pas mal de plats. Il y a le litchi aussi. Alors, ce qu'on découvre, c'est Oui, que la période du litchi, c'est concentré sur un mois, donc il faut vraiment en profiter. Mais non, il y a une cuisine qui est très bonne et très diverse. Et je pense aujourd'hui, j'ai surtout vu la cuisine à Tana. mhm. Mais je sais que suivant les régions côtières, le nord, voilà, on a des recettes qui vont varier. Donc, la cuisine de rue aussi, tu m'avais posé quelques questions là-dessus. Mm, C'est vrai qu'il y a pas tout mal à fait. des shops, on peut acheter des beignets frits, des beignets de banane, enfin toutes sortes de mets. Et non, voilà, la cuisine malgache est très bonne. Et on trouve aussi des restaurants qui font de la cuisine internationale, de la cuisine française, il y a des restaurants coréens par exemple, des restaurants asiatiques. Donc non, de ce point de vue-là, c'est vraiment un pays agréable. Et il y a des chefs malgaches qui ont commencé aussi à travailler la cuisine traditionnelle et puis qui ensuite D'accord. ont fait évoluer ça. Donc aujourd'hui, il y a quelques restaurants à Tana qui ont été ouverts par des chefs réputés et qui du coup, ouais, c'est vraiment une très très bonne cuisine avec des bases traditionnelles et puis des influences plus internationales. Donc D'accord. bon, voilà, je sais que j'ai quelques amis qui sont vraiment fans de restaurants et qui se plaisent à Madagascar. Oui, bah, en même temps, la nourriture, c'est tellement important que c'est un peu ce qui fait aussi que tu es épanoui dans un pays, je trouve, quand tu vis à l'étranger, parce que quand tu matches pas avec la nourriture, en fait, tu as juste envie de soit trouver des produits français qui, j'imagine, est possible à Madagascar, mais hors de prix, soit tu veux juste partir parce que tu peux plus voir l'alimentation. Ouais, c'est vrai que ça peut pourrir un peu le quotidien. Mais c'est pas Exactement. le cas ici. Mais t'as bien de la chance. Justement, concernant les produits français, parce qu'on est quand même très très loin de la France, est-ce qu'il y a des produits, par exemple, qui déjà dans ta vie quotidienne te manquent, euh, que tu avais l'habitude de manger en France que tu retrouves pas, ou alors non, tu retrouves vraiment tous les produits, pardon, français culinaires. On trouve beaucoup de choses. On trouve quasiment tout. Bon, moi, c'était quelque chose qui m'avait un peu surpris à ma première visite à Madagascar. Déjà, l'hôtel dans lequel j'étais, c'était un hôtel Ibis qui ressemblait D'accord, vraiment à un hôtel parisien. Et en ouvrant les d'accord. fenêtres de l'hôtel, on avait vu sur un leader price et un monsieur bricolage. Ah oui, Donc, d'accord. tu me parlais de la première impression. À un moment, je me suis demandé si je m'étais pas trompé de pays. Donc Exact. c'est vraiment marginal, mais voilà, il y a quelques enseignes, quelques grands groupes qui sont présents et avec un positionnement qui est assez différent de celui qu'on peut avoir en France. Mhm. Donc, Leader Price, c'est un supermarché qui ici est vu comme haut de gamme et qui a des produits d'ailleurs qui ne sont pas les mêmes qu'en France, mais qui D'accord. a beaucoup de produits importés. Donc voilà, si on a vraiment envie de, de retrouver ses habitudes, c'est possible. Et ça, c'est vrai que c'était peut-être pas le cas il y a 20 ans, mais aujourd'hui, la plupart des produits qu'on aurait en Europe, on peut les trouver, même si, comme tu l'as dit, ils sont souvent chers. Mhm. Après, ça serait vraiment dommage de se limiter à ces produits-là. Bien sûr. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, euh, comment dire, il y a des fromages malgaches qui sont très bons, qui sont faits localement. Il y a même du caviar malgache, alors dont on entend beaucoup parler. Je l'ai pas goûté personnellement, mais on en entend D'accord. beaucoup parler. Du foie gras malgache. Donc il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont produites à Madagascar, qui peuvent être inspirées de ce qu'on trouve à l'étranger, qui sont vraiment voilà, de qualité. Après, en import, on peut trouver beaucoup de choses, y compris dans l'électronique. Et là, par contre, c'est vrai que le prix est bien plus élevé que ce qu'on peut trouver en Europe. Bien sûr. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu un ordre d'idée de, par exemple, je sais pas si un camembert en euros, combien ça coûte à Madagascar, juste pour avoir Ah, ça, tu je saurais saurais pas pas te nous dire. dire. J'ai D'accord, pas le, d'accord, non, non, là, j'ai pas le chiffre en tête. ça marche, aucun problème. Parce que je sais que par exemple, au Québec, ça coûte vraiment cher, mais c'est vraiment des tout petits morceaux qui te reviennent en fait à 6 7 euros. Mais c'est vraiment tout petit. Enfin, tu te dis, mais enfin, c'est trop cher. Et finalement, les Français en raffolent, quoi. C'est vraiment, les produits français sont vraiment recherchés par les Français un peu partout dans le monde, quoi. Non, mais ce qui est très cher, c'est par exemple l'évian. L'eau d'évian est très très chère. J'avais acheté un D'accord. pack d'évian et j'étais surpris en sortant. Je fais mes courses et je remplis un caddie et je me dis quand même, c'est super cher. Et donc je regarde le ticket de caisse pour comprendre ce qui avait coûté cher. Et en fait, c'était le pack d'évian qui était peut-être D'accord. à plus de 10 euros. Et Ah oui, donc voilà, donc en fait, c'est ça. Il y a des. Alors que bah,
voilà. Il y a certains produits, parfois, ça peut être surprenant, Bien donc il vaut sûr, mieux regarder d'un peu plus près. bien sûr, avant de mettre dans le caddie, tout à fait. Parfait. Et au niveau de la cuisine malgache, est-ce que on sait tous que quand on va à l'étranger, on attrape facilement la tourista. On dit toujours que faut faire attention, faut manger des choses bouillies, etc. Je voudrais savoir déjà, est-ce que toi, tu as des précautions quand tu choisis un restaurant, etc. Ou bien ça y est, t'as un estomac prêt à contrer toutes les bactéries et tu y vas les yeux fermés. Non, mais je pense que c'est vraiment au début qu'il faut faire particulièrement attention. Et après, bon, je pense que c'est vraiment exactement les mêmes recommandations que dans quasiment tous les pays, en fait. Privilégier des plats cuits, éviter les crudités au début. Euh, voilà, après c'est vrai que dans la cuisine malgache, il y a beaucoup de plats à base de riz, de viande grillée, de plats mijotés. Et donc, finalement, on a vraiment beaucoup de choix safe. Ouais, On n'est pas obligé d'essayer le carpaccio de zébu ou de ouais, c'est tilapia sûr. la semaine de son arrivée. Et voilà, et après, par contre, après quelques mois, finalement, on peut vraiment manger de tout. Donc, je pense que non, ça fait partie aussi du plaisir d'être ici et de prendre le temps de s'habituer au pays. D'accord, d'accord, parfait. Et la sécurité aussi, ça c'est un thème aussi qui repousse pas mal de jeunes finalement, notamment des jeunes filles hein, que moi j'ai dans mon entourage, qui veulent pas forcément aller vivre à Mada parce qu'on a en fait cette idée qu'on nous met dans l'esprit que c'est très dangereux, qu'une fois qu'il fait nuit, il faut rentrer chez soi. Bon, ne pas avoir son sac à main, tu me diras, ça c'est un peu partout dans le monde, hein, qu'il faut pas se balader à 2 heures en talons avec un sac à main. Mais est-ce que toi, par exemple, le thème de la sécurité, c'est quelque chose qui te travaille, tu fais attention au quartier, quand tu marches, etc. Ou non, pas du tout, tu suis ton Google Maps Bon, et tu y vas, quoi. je pense il faut être prudent, mais pas parano. Enfin, voilà, quasiment comme dans tous les pays, en fait. Oui, Y compris en France, il y a des quartiers où on n'irait pas se promener tout seul bien sûr, à 3 heures du matin sans faire un minimum attention. tout à Et fait. évidemment, c'est pareil. Alors après, c'est sûr que, comme je le disais tout à l'heure, les inégalités sont Oui, criantes. Et donc, voilà, il faut pas tenter inutilement enfin, pas prendre trop de risques. bien Après, sûr. voilà, je pense que c'est une question de prendre le temps, de demander à ses collègues, de demander à ses amis, de sentir l'ambiance d'un quartier, d'y aller de jour, de voir comment, et puis d'y aller progressivement, mais de pas se mettre de barrières. Et c'est pas parce qu'une personne a dit que tel endroit était dangereux Bien qu'il sûr. faut forcément se l'interdire. Parfois, on peut avoir des perceptions très différentes. Moi, il y a des quartiers de Tana qui m'ont été formellement déconseillés par quelques collègues. Et ensuite, j'y suis retourné avec d'autres collègues et je m'y suis très bien senti. Donc, Mm, il mm, faut prendre mm. le temps. Il faut prendre le temps de découvrir la ville, de comprendre les quartiers. Euh, c'est vrai qu'il n'est pas recommandé de se promener la nuit à pied en ville. Et c'est vrai que enfin, les rues sont assez peu ou mal éclairées. Effectivement, le soir, les rues peuvent être assez vite désertes. Mais je pense que voilà, enfin, c'est des choses, y compris dans des villes européennes, qu'on ne ferait pas forcément. En fait, Tout à fait. Tout à fait. une rue pas éclairée après minuit, Mm, bon, voilà, on est prudent. Ben là, ça bien s'applique sûr. d'autant plus. Après, dans le reste du pays, il y a des régions qui sont en proie à des conflits, à des, comment dire, un peu des attaques de bandits de grand chemin, Mm, mais donc il y a des mm. recommandations de voyager de jour. Souvent, lorsqu'on va faire des grandes distances, d'avoir un chauffeur qui connaît la région. Donc voilà, donc moi c'est ça un peu mon conseil, ça serait se renseigner, pas avoir d'a priori, pas avoir de tabou, être confiant et puis mais voilà, prendre le temps de demander aux gens qui connaissent Bien sûr. ce qu'ils feraient, ce qu'ils recommandent. D'accord, d'accord, parfait. Au moins, ça va en rassurer plus d'un parce qu'effectivement, la sécurité, c'est essentiel, hein, comme la nourriture. On a tous envie de pouvoir se balader à n'importe quelle heure, donc c'est sûr que c'est vraiment très important. Euh, donc l'épisode va bientôt toucher à sa fin, mais j'avais 3 petites questions pour toi, très rapides. Déjà, la première, hormis ta mission d'expatriation, euh, qu'est-ce qui te retient aujourd'hui à Madagascar? Qu'est-ce qui fait que tu es encore là aujourd'hui?
Bah, je pense que déjà, je m'y sens bien au quotidien, et donc ça, je pense que c'est un vrai critère. Ouais, Même si ma mission est passionnante, si les journées étaient difficiles, je me poserais peut-être des questions, mais tout à fait. voilà, tout bêtement, je suis content de me réveiller à Madagascar chaque matin. Et ça Vraiment. s'entend quand on t'écoute. Ben, j'espère communiquer ça. Donc voilà, je suis content de me réveiller dans ce pays chaque matin. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est un pays immense. C'est un pays immense. Il y a 25, il y a plus entre 25 et 30 millions d'habitants à Madagascar. C'est un pays avec une grande diversité. C'est un pays où les distances sont agrandies par le fait qu'on ne roule pas à 110 km/h sur l'autoroute. Mhm. Enfin, sur la plupart des routes nationales, on est en moyenne à 40, 50 km/h quand tout va bien. Donc du coup, il faut plusieurs jours pour aller au nord ou au sud du pays. Et donc, il y a énormément de choses à voir. Et j'ai vraiment le sentiment, au bout d'un an et demi, d'avoir appris plein de choses, découvert plein de choses, plein de gens, plein d'endroits, et d'avoir vu que 4-5% de ce que le pays recèle. Donc voilà, j'ai la chance d'avoir un métier qui m'intéresse et qui a du sens ici. Et donc du coup, je compte bien rester encore pas mal de temps parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir et parce que j'ai aussi voilà, noué Tout à fait. des liens forts avec les gens que j'ai rencontrés. D'accord, d'accord. Deuxième question, qu'est-ce que tu as appris grâce à Madagascar? Donc ça peut être quelque chose de professionnel, personnel, aussi quelque chose sur les Malgaches que tu ignorais totalement. Bon, j'ai été surpris par enfin, dans mes collègues, enfin, l'implication des gens au travail, la curiosité, les talents aussi. Je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'entreprises dans le monde qui vont travailler avec Madagascar. Alors, historiquement, c'était pour des call centers. Ça a commencé comme ça. Mm. Mais en fait, justement, comme il y a de plus en plus de gens qui sont diplômés en informatique dans les services, de plus en plus, les sociétés vont faire appel à des malgaches pour travailler, pour faire des collaborations. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a surpris. Aujourd'hui, certes, c'est pas toute la population qui a bénéficié de cette formation, mais voilà, il y a de plus en plus de jeunes qui ont ces talents, cette envie. Donc c'est des gens avec qui moi j'ai plaisir à travailler au quotidien. Mhm. Euh, et, euh, et voilà, et encore une fois, de l'extérieur, je pense qu'on n'imagine pas le, la taille de Madagascar, la richesse de sa population. Voilà, c'est ce que j'ai D'accord, appris. très bien. Et la dernière question, euh, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un proche, un ami ou quelqu'un de ta famille qui voudrait venir vivre à Mada pour qu'il ait une vie épanouie? De préparer son voyage, de se renseigner, d'écouter ce genre de podcast. Je pense que c'est D'accord, vraiment important en fait pour essayer de ne pas avoir trop d'idées préconçues en fait, tout à fait. de prendre différents témoignages, différents avis pour avoir voilà quelques témoignages sur ce que ça peut être de vivre à Madagascar et ensuite de venir se faire sa propre opinion. Mm. Idéalement d'avoir un travail qui permet de travailler pas uniquement dans un cercle d'expatriés, mais d'avoir des contacts divers. Mhm. Que ce soit des Vasas, des Malgaches, des Métis, vraiment, voilà. Et puis ensuite de prendre le temps de suivre les recommandations de ces personnes-là, de quitter la capitale pour aller voir le pays, mais de ne pas fermer les yeux sur la capitale. J'ai été hyper surpris de voir des guides de voyage, des guides qui recommandent de ne pas passer plus d'une nuit à Tana, et puis si toi arrivé à l'aéroport, de partir directement Mhm. en province. C'est vrai qu'il y a des choses magnifiques à voir, il y a des paysages incroyables dans toute l'île, mais je pense qu'il ne faut pas du tout tourner le dos à la capitale et il faut prendre le temps. Alors, c'est sans doute pas quelque chose qu'on découvrira en un voyage de 2 semaines, mais si vous avez l'opportunité de venir travailler 6 mois, un an, voilà, je pense que ça vaut le coup. D'accord, très bien, on a noté. Euh, Avant de finir ce podcast, est-ce que toi, il y a quelque chose que tu voudrais dire qu'on n'a pas forcément abordé pendant l'épisode, quelque chose que tu voudrais partager? Je pense que enfin, c'est un pays où il est intéressant de venir travailler. Il y a pas mal d'opportunités, il y a beaucoup de choses à faire. Enfin, euh, comment dire, on pense souvent, je sais pas, aux chaînes comme Uber, comme Deliveroo, enfin pas mal de startups, pas mal de Mm. startups internationales, même certaines qui sont nées en Afrique, et elles vont s'intéresser peut-être au grand marché. Et Madagascar est pas un pays où ces sociétés, ces modèles vont penser à aller immédiatement.
Et donc, il y a beaucoup de solutions qui peuvent être trouvées localement. Il y a beaucoup comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de compétences à Madagascar. Et des gens qui n'ont pas forcément eu l'occasion de voyager, d'être exposés aux modèles qu'il y a dans d'autres pays. Donc, je pense qu'en ayant une qualification, quelle qu'elle soit, et avoir vu, justement, avoir un peu voyagé, avoir vu des modèles en Europe, en Afrique, en Asie, c'est intéressant de venir travailler à Madagascar pour partager ça avec des Malgaches qui, eux, ont des vrais talents de développeurs, de marketeurs, de communicants, et de voir comment monter des projets avec eux. Parce que je pense il y a beaucoup de compétences, il y a beaucoup de modèles qui existent ailleurs et qui n'ont pas encore été développés à Madagascar, qu'on peut faire autrement. Et je pense que justement, en rencontrant des gens, en échangeant avec eux, voilà, on peut monter des projets qui auront un impact pour la population, qui apporteront de la valeur. Voilà. D'accord. Bah, merci beaucoup Mathieu. Moi honnêtement, j'ai beaucoup appris en t'écoutant parce que je fais partie de cette jeune génération qui n'est pas forcément motivée par l'idée d'aller vivre à Mada. Pourtant, j'ai beaucoup vécu à l'étranger, mais il y a, tu vois, ces fausses idées qu'on se fait sur le pays, et vraiment en t'écoutant, on entend du positif qu'on n'entend pas forcément, voire jamais, et donc ça fait vraiment plaisir. Donc je te remercie beaucoup pour ton temps, et puis on se dit à bientôt. Merci à toi. À très bientôt. Ça y est, c'est la fin de l'épisode. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Encore 1000 merci à Mathieu de nous avoir partagé son expérience sur Madagascar. Je profite de ce moment pour vous dire que le podcast ne fait que commencer, et j'ai vraiment hâte de rencontrer de nouveaux Malgaches à travers le monde qui veulent nous partager leurs expériences. Alors si vous souhaitez que je vous interviewe ou si vous souhaitez me proposer de nouveaux invités, n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn, le réseau sur lequel je suis la plus active. Aussi, si vous avez des retours sur l'épisode, n'hésitez pas à m'en faire part, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode de Malabage.